Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Leroy, donc je suis professeur en droit à l'Université de Nîmes et je suis vice-président chargé de la vie étudiante et donc des questions qui touchent aux relations avec les lycées. Manon Manessi, à qui je donnerai la parole tout à l'heure, donc est étudiante en troisième année de licence de droit à l'Université de Nîmes également, et élue étudiante, donc membre du bureau de la vie étudiante, qui est l'instance représentative des étudiants de l'université. Alors quelques mots de présentation générale de l'Université de Nîmes. Déjà, l'Université de Nîmes, c'est une université qui existe depuis maintenant une petite dizaine d'années. C'est une université qui compte à peu près 4500 étudiants, répartis en plusieurs sites sur la ville de Nîmes. Une université qui est pluridisciplinaire, hein. Nous avons une dizaine de licences, donc je vais en parler, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ensuite. Une dizaine de licences qui vont donc du droit et de l'AES jusqu'aux sciences dures, hein, biologie, mathématiques, en passant par la psychologie, les lettres, les langues anglais, espagnol et les arts appliqués design. Donc ce qui, bien évidemment, est l'essentiel de vos diplômes. Il y a également des masters, des licences professionnelles, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, ce qui fait que l'Université de Nîmes, en fait, est une université comme les autres, hein, dans son organisation, bien évidemment, mais un petit peu différente du fait du nombre d'étudiants, puisque 4500 étudiants, c'est une petite université, hein, incontestablement, notamment si on la compare aux universités voisines de Montpellier ou d'Aix, qui sont des universités dans lesquelles nous avons un nombre d'étudiants qui est plutôt autour de 30 000, voire 50 60 000 étudiants pour Aix. Donc bien évidemment, le contexte des études sera totalement différent. Je vais vous expliquer en quoi est-ce qu'il y a des différences. Alors quelques mots simplement d'abord pour commencer sur ce qu'est être étudiant à l'université. Je crois qu'il y a eu une conférence déjà sur les études de médecine, mais qui sont d'un genre un petit peu particulier. Donc là, je vais parler plutôt des filières classiques de l'université, on va dire, qui sont, vous le savez, accessibles sans sélection. Simplement, vous avez ce système de préinscription qui est admission post-bac, dans lequel vous devez choisir, bien évidemment, les filières dans lesquelles vous allez. Ce qui est important, hein, parce qu'on a des filières qui sont, entre guillemets, sous tension, c'est-à-dire que nous avons des filières dans lesquelles il y a beaucoup de demandes pour un nombre de places qui est finalement limité. Ce nombre de places, il n'est pas dû à une volonté de notre part de limiter le nombre d'étudiants, mais est dû simplement à nos capacités, hein, aux capacités de nos amphithéâtres et de nos salles. Donc il faut bien faire attention, bien évidemment, à ces données lorsque vous allez choisir les filières vers lesquelles vous allez. Alors, une fois que vous êtes donc arrivé à l'université, vous allez découvrir donc un monde qui est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de connaître, avec des diplômes qui vont devenir assez familiers, licence, master, doctorat, ce sont les 3 diplômes universitaires. Le premier qui vous intéresse, le seul dont on va parler ici, c'est la licence, les 3 premières années. Il faut bien avoir en tête que votre diplôme, vous ne pouvez pas l'avoir en fin de première année ni en fin de deuxième année. C'est seulement au bout de 3 ans d'études, hein, que vous aurez accès à votre premier diplôme, le diplôme de licence. Ce diplôme de licence, il est organisé bien sûr de manière différente suivant les filières, hein. Je vous ai parlé droit, psycho, biologie, c'est des choses qui sont assez différentes. Mais de manière globale, vous allez retrouver des modalités d'enseignement qui sont voisines. Il y a essentiellement 2 types d'enseignement que chacun de vous, si vous allez à l'université, connaîtra. Le cours magistral, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons là, hein, un amphithéâtre, un enseignant. L'enseignant présente donc les connaissances à l'amphithéâtre avec donc des prises de notes. Et puis à côté de ça, vous avez des mises en pratique, des mises en application de ces connaissances à l'intérieur donc de travaux dirigés ou de travaux pratiques, ça dépend de la filière dans laquelle on est. En sciences, c'est plutôt des travaux pratiques, en sciences humaines ou en droit, c'est plutôt des travaux dirigés, dans lesquels vous allez apprendre à mobiliser ces connaissances, à les appliquer à des situations pratiques, qui vous apprennent en fait à raisonner, qui vous apprennent à devenir un professionnel dans le secteur vers lequel vous vous destinez. Ces différents types d'enseignement sont assez lourds, hein, en temps. Il faut bien avoir en tête qu'être à l'université, c'est certainement pas les vacances. On a coutume de présenter, et on y reviendra, la vie étudiante comme étant un moment de plaisir et bien évidemment de sorties multiples et variées. Oui, c'est pas totalement faux, mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête à côté de la réussite, qui est quand même le projet premier lorsque vous allez vous inscrire à l'université. Et cette réussite, elle implique d'avoir bien en vue le fait qu'il y a un travail très lourd qui vous est demandé. Pour vous donner des chiffres qui vont vous parler davantage que ce que je viens de dire, vous avez à peu près
je vais parler du droit, mais en fait c'est valable pour les autres disciplines très largement, vous avez à peu près 20-25 heures de présence obligatoire à l'université en cours, hein, entre les cours magistraux et les travaux dirigés, c'est à peu près 20-25 heures par semaine. Ce à quoi il faut ajouter, je vais y revenir, du travail personnel de préparation, des travaux dirigés de la semaine suivante, récupération du cours, reformulation du cours, parce que le cours, vous allez voir, l'enseignant parle vite. Là, je parle vite. Quand je suis en cours, je parle un peu moins vite, mais mademoiselle Manessier pourrait confirmer que je parle assez souvent de cette manière-là. Donc, il faut prendre ses notes. C'est pas évident. Et donc, ça implique, quand vous rentrez chez vous, de reformuler 2-3 choses que vous avez pris un petit peu vite. Tout ça, ça prend du temps. Ce temps, je l'estime à peu près équivalent au temps de présence. Ce qui fait que vous avez des semaines qui sont des semaines de 50 heures de travail minimum. Parce qu'ensuite, ça dépend du bac de provenance. Si vous sortez de bac généraux, généralement, on est sur ce volume-là. Voilà, ça fait partie des chiffres qu'il faut un petit peu réfléchir. Et attendez, je n'ai pas encore parlé des chiffres de réussite. Donc du travail, hein, à peu près une 50 heures de travail personnel. Du travail personnel sur lequel je vais tout de suite vous rassurer parce que, contrairement à ce que l'on dit souvent, vous n'êtes pas laissé tout seul à l'abandon à l'université. Alors, c'est un sentiment que l'on a davantage, bien évidemment, dans des universités de grande taille, parce que vous êtes très nombreux. En première année à Montpellier, en première année de droit à Montpellier, il y a 2000-2500 étudiants, donc c'est très important, bien évidemment. En première année chez nous, il y a à peu près inscrits 400 étudiants. On va voir que il y a une différence à faire entre le nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'étudiants présents, je vais y revenir. Donc, le volume, bien sûr, n'est pas tout à fait le même. Ce qui fait que, bien évidemment, quand on est dans une université de petite taille, il y a une relation avec l'ensemble du corps universitaire, c'est-à-dire l'administration et les enseignants, qui va être un petit peu plus facile pour les étudiants. Il va être beaucoup plus facile de parler à un enseignant quand cet enseignant gère 400 étudiants que quand il en gère 2500, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que vous n'êtes pas totalement laissé tout seul. On a, si vous voulez, à l'université, c'est vrai de l'université Nîmes, mais c'est vrai d'autres universités, mais particulièrement dans la mienne. Donc on a toute une série de dispositifs qui sont mis à disposition des étudiants pour les aider à réussir leur première année. On sait que la réussite en première année est une vraie difficulté, donc il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en œuvre. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais je vous en présente 2 ou 3. Le tutorat, par exemple, assuré par des étudiants généralement qui sont en 3e année ou en master, qui vont aider les étudiants de première année à apprendre à travailler. On ne va pas leur aider à faire leurs exercices, mais on va les aider à apprendre à travailler à l'université, apprendre à prendre des notes, apprendre à gérer son temps de travail, apprendre à serrer, si vous voulez, les difficultés que l'on peut rencontrer en tant qu'étudiant. On a également la possibilité de faire des stages, et ça c'est une spécificité de Nîmes, c'est que non seulement vous avez des stages qui sont obligatoires en 3e année, tous les étudiants en 3e année doivent faire au moins un stage, mais ces stages on les retrouve en fait dès la première année, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, en tout cas dans les universités voisines. Donc dès la première année, vous avez la possibilité de faire des stages de découverte, bien sûr. On ne va pas vous demander des stages d'application, cela va de soi, mais c'est très important pour la construction de la motivation, pour rebooster un petit peu votre motivation, qui de temps en temps est un petit peu chancelante parce que vous avez une mauvaise note, etc. Donc on doute un petit peu. Donc ça permet de construire un projet professionnel, etc. Et puis il y a bien évidemment le contact avec les enseignants qui est, je vous l'ai dit, beaucoup plus facile et qui vous permet de poser des questions, poser des questions liées à votre orientation, poser des questions qui sont liées à la méthodologie dans une discipline X ou Y, etc. Et ça, c'est un vrai atout. Alors, ces différents dispositifs, il y en a d'autres, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est un petit peu technique, mais ces différents dispositifs, ils appuient sur un élément, c'est que ce sont des dispositifs qui sont mis à disposition, je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous les imposer. C'est uniquement basé sur le volontariat, c'est uniquement basé sur la demande des étudiants. Ils existent. Si vous voulez, ce sont des mains que l'on tend aux étudiants, mais ces mains, il faut les saisir. Et ça appartient à vous. Chaque année, on a évidemment la grande majorité des étudiants de première année qui ne vont pas faire du tutorat parce qu'ils se disent que finalement, c'est pas si compliqué que ça et qu'ils s'en sortent très bien. Puis arrivent les résultats du premier semestre et là, ils se sont rendus compte que c'était pas si simple que ça. Et le problème, c'est que c'est trop tard déjà. Donc, il ne faut pas hésiter à se saisir de ces dispositifs, quitte ensuite à se dire que bon, finalement, je m'en sors très bien tout seul, mais il ne faut pas hésiter à saisir ces dispositifs. Donc, vous n'êtes pas laissé à l'abandon. Vous devez apprendre à gérer ce qui est le principal écueil de première année, la principale difficulté de la première année,
qui n'est pas tant dans les matières, hein, je vais y revenir, mais qui est dans la gestion de l'autonomie, votre autonomie. Vous êtes adulte en arrivant à l'université, pour la grande majorité d'entre vous, mais on vous considère tous comme adultes, quoi qu'il en soit, et vous devez donc gérer votre temps. C'est à vous de gérer votre temps. On ne va pas être derrière vous pour vérifier que vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Hein. Dans un amphithéâtre, on a donc, je vous ai dit, 300, 400 étudiants, on ne fait pas l'appel. Hein. Donc si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là et vous ne serez pas sanctionné. La sanction, vous l'aurez en fin de semestre, hein, quand vous allez vous prendre une tôle à l'examen, mais si vous considérez que vous n'avez pas à suivre de cours magistraux, eh bien, ne suivez pas les cours magistraux. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, on se rend compte que le taux de réussite, il est généralement en adéquation avec le nombre d'étudiants qu'on a en fin d'année en amphithéâtre. C'est à peu près la même chose. Donc, il y a quand même quelque chose qui est lié. Donc, c'est cette autonomie qui est la principale difficulté en première année. Alors, j'en reviens justement à ce qui vous a fait tout de suite frémir. Je l'ai bien senti, donc la réussite. La réussite en première année, de manière globale, hein, je ne parle pas d'une discipline particulière, on est autour de 30% de réussite en première année. Donc un étudiant sur 3 réussit sa première année, du premier coup, hein, sans redoublement. Alors, attention, parce qu'il y a beaucoup de légendes autour de l'université, en disant que c'est de la chair à canon, etc., et que c'est du massacre. Bon. Les taux de réussite sont faussés. Ces taux de réussite sont faux. Sont faux parce que nous sommes obligés de faire remonter au ministère, et c'est ces taux qui reviennent ensuite et dont vous entendez parler, nous sommes obligés de faire remonter des taux de réussite qui sont assis sur le nombre d'inscrits. Or, le nombre d'inscrits ne correspond pas au nombre d'étudiants réels. Puisque on estime, hein, c'est très difficile parce que c'est très difficile à mesurer, mais en tant que vice-président qui était chargé des études, donc j'ai une bonne vision de cela pour mon université, j'estime qu'il y a à peu près entre 30 et 40% d'étudiants qui sont des faux étudiants, c'est-à-dire des étudiants qui se sont inscrits mais qui ensuite se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à faire ici et qui abandonnent en fait. Soit ils se sont inscrits en attendant de passer un concours, ça arrive par exemple pour les concours d'infirmiers, hein. Les concours d'infirmiers sont un petit peu tard dans l'année, donc on prend une inscription en psychologie généralement, ça fait passer un petit peu de temps, puis on passe le concours d'infirmier, puis ensuite on laisse tomber l'université, etc. Tout ça, ça représente quand même un volume très important, 30-40% des effectifs. Donc évidemment, quand vous regardez les 30% de réussite, c'est en tenant compte de ces 30-40%. Si on éliminait ces 30-40% d'étudiants, on se retrouverait avec des taux de réussite qui sont autour de 50-60%. Donc là, c'est plus tout à fait la même chose, bien évidemment. Ça fait qu'au moins un étudiant sur 2 réussit la première année. Et si en plus, je ne vais pas faire de langue de bois, si en plus on tient compte dans ce lot que vous avez en gros à peu près, chez nous en tout cas, c'est plus vrai que dans quelques universités parisiennes sans doute, on a à peu près 20% d'étudiants qui sont uniquement là pour toucher des bourses, hein, et qui ne viennent jamais en cours, qui sont là uniquement pour pointer à l'examen parce qu'ils ont l'obligation de pointer à l'examen et que l'on ne revoit plus jamais. Ces gens-là, eux aussi plombent parce qu'ils ont 0, hein, donc ils ont systématiquement 0, donc bien sûr ça plombe les taux de réussite. Et donc vous voyez que si vous éliminez également ces 20%, vous êtes à un taux de réussite qui est de l'ordre, pour les étudiants qui sont présents tout au long de l'année, qui assistent aux cours, qui assistent aux travaux dirigés, on est sur un taux de réussite aux alentours de 60-75%. Donc voilà, c'est plus tout à fait la même chose, vous voyez. C'est plus tout à fait la même chose. Le problème, c'est que bien évidemment, bon là, on est en petit comité entre nous, bien sûr. C'est des choses que savent très bien le ministère, mais on ne va pas le dire. Et donc, cela fait que si vous avez un travail régulier, si vous êtes suffisamment, bien sûr, c'est la question de la motivation, mais si vous êtes suffisamment discipliné pour aller vous lever, même si en plein hiver, on n'a pas envie d'aller en cours à 8h du matin, etc. Si vous avez cette discipline-là, si vous travaillez régulièrement, si vous êtes rigoureux, si vous êtes bien organisé et suffisamment travailleur, il n'y a aucune raison de rater dans quelques disciplines universitaires que ce soit. Après, il y a une autre légende, hein, qui concerne certaines disciplines. S'il vous plaît. Certaines disciplines sont entourées de légendes. C'est le cas par exemple de la mienne, en droit. Hein, mon étudiante pourra vous le confirmer. On dit que le droit, par exemple, il faut apprendre par cœur, etc., que c'est que du par cœur, que c'est très très dur, et que bon, les études de droit, c'est beaucoup plus difficile que les études de je ne sais quoi. C'est faux. Enfin, on ne va pas vous demander d'apprendre par cœur, parce que d'une part, c'est débile, et puis d'autre part, ça n'a aucun sens du point de vue professionnel, en tout cas en droit, hein. Je dis que c'est débile en droit, hein, bien sûr, parce que on va certainement pas vous demander d'apprendre par cœur des codes, par exemple, puisque ces codes, on les a. Hein. Donc, quand vous allez être avocat, quand vous allez être magistrat, quand vous allez être notaire, vous allez avoir un code sur votre bureau, donc on va pas vous demander d'apprendre par cœur un code qu'il suffit d'ouvrir pour le consulter. Donc, bien sûr,
Tout cela, ce sont des légendes. Et pour casser ces légendes, la meilleure des choses, c'est tout simplement de vous renseigner. C'est tout simplement d'aller vers les enseignants pour leur demander, leur poser des questions sur la discipline qui vous intéresse. Toutes les universités le font, la nôtre le fait également. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées. La nôtre a lieu le 11 mars, il me semble. Donc n'hésitez pas à venir pour rencontrer les enseignants des différentes disciplines. N'hésitez pas également, nous sommes présents sur le salon, donc à aller voir mes collègues qui présenteront, qui vous donneront les petites fiches de présentation des différentes licences, sur lesquelles vous avez les coordonnées des enseignants pour poser des questions par mail si vous le souhaitez. N'hésitez pas également, ce que je peux que vous conseiller, à participer à ce qui est offert. Alors c'est peut-être le cas dans ce lycée, mais sinon c'est quelque chose qui est très facile à faire. Vous pouvez aller assister à des cours d'amphithéâtre pour voir ce que c'est qu'un cours d'amphithéâtre. Même si vous n'y comprendrez pas grand-chose, parce que vous allez arriver en milieu de second semestre, les étudiants ont travaillé dessus pendant plusieurs mois déjà, donc évidemment vous allez prendre le train en marche, mais vous allez voir ce que c'est un amphithéâtre. Ce que c'est un amphithéâtre, vous allez démythifier, si vous voulez, l'amphithéâtre, vous allez voir ce que c'est que la prise de notes, vous allez voir un petit peu ce que c'est que le cadre de vie universitaire. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce qu'on se fait un mythe, on se fait des inquiétudes de l'université, qu'on va être perdu, etc. En fait, bon, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas plus compliqué que d'arriver dans un lycée ou dans un collège dans lequel on n'a jamais été et où on doit prendre un tout petit peu ses marques au début. Donc je peux que vous encourager à prendre le plus d'informations, et ça déjà en soi, c'est déjà être un peu étudiant, parce que être étudiant, être bon étudiant, c'est savoir prendre de l'information là où elle est. Cette information, elle existe, il faut simplement aller la chercher, parce qu'on en a absolument besoin. Alors, c'est pas sur le site directement, mais il y a des intranets toujours, donc il y a un espace numérique de travail sur lequel vous avez accès à certains cours, pas tous. Bon, ça dépend des collègues, il y a des collègues qui sont plus branchés que d'autres sur le numérique, et donc il y en a certains qui vont mettre totalement leurs cours, ça arrive. Il y en a d'autres qui vont mettre des plans détaillés, notamment, qui vous permettent de travailler, mais travailler à distance, par exemple, si on travaille, c'est pas forcément évident. Alors par contre, la question, j'en profite, on anticipe un petit peu, je vais passer la parole ensuite à Mademoiselle Messier, mais j'en profite pour rebondir sur votre question. Il faut savoir, c'est important de l'avoir en tête quand on va s'inscrire à l'université, que vous pouvez bénéficier, suivant votre situation personnelle, de régimes dérogatoires qui vont vous éliminer certaines contraintes, notamment des contraintes de présence sur des travaux dirigés, par exemple, lorsque vous êtes dans certains statuts, lorsque vous travaillez par exemple. Alors il faut avoir un contrat de travail qui correspond à un nombre d'heures suffisant sur l'année ou sur le semestre. Dans ce cas-là, on peut alléger votre emploi du temps et vous permettre d'aménager cet emploi du temps pour vous permettre de suivre les études dans les meilleures conditions. C'est le cas également pour des personnes qui auraient charge de famille, c'est le cas par exemple également pour les sportifs de haut niveau, c'est le cas pour les étudiants en situation de handicap, c'est le cas pour des étudiants qui suivent 2 licences en même temps, puisqu'il y a aussi des étudiants qui suivent donc une ou double formation, etc. Donc ces régimes dérogatoires, ils existent et il ne faut pas hésiter là aussi à prendre de l'info et à demander à en bénéficier. Bon, je vais passer la parole tout de suite à Mademoiselle Manissier qui va vous présenter un petit peu la vie étudiante, ce que c'est que d'être étudiant, et puis ensuite on gardera un temps de questions pour échanger. Donc bonjour à tous et à tous, donc, je suis Manon, donc étudiante en 3e année de droit, élue du coup au BVE également associative. Donc au niveau de la vie étudiante à Nîmes, il faut savoir qu'elle est très dynamique, très vivante. Depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'associations étudiantes qui se sont développées. Donc chaque filière, peut-être à l'exception des langues, a son association, donc il y a beaucoup de projets, ça peut être évidemment au niveau festif, au niveau des soirées, au niveau des galas, etc. Mais également au niveau des projets un petit peu plus sérieux, du type forum des métiers ou autre. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Par ailleurs, tout ce qui concerne au niveau de la restauration et des logements, donc le CROUS est suffisamment développé en tout cas sur Nîmes. Donc il y a plusieurs sites, il y a 4 sites donc sur Nîmes qui sont très bien développés à ce niveau-là. Donc voilà, pour la vie étudiante, on va dire que c'est très, très intéressant. Après, donc juste pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, à Nîmes, à UNIM en tout cas, il y a environ 4500 étudiants. C'est petit pour une université. Il ne faut pas s'en faire toute une montagne. Quand on arrive, c'est évidemment, on est un petit peu plongé dans le bain. Donc si on n'est pas poussé, comme disait Monsieur Leroy, c'est pas forcément évident. Si on n'a pas envie de s'y mettre, on s'y met pas et puis tant pis. Alors que bon, là, évidemment, on a les
Au lycée, on a plus les profs qui nous poussent, c'est le bac, c'est machin, donc du coup on a des comptes à rendre. Donc à l'arrivée à l'université, il faut comprendre vraiment que déjà on travaille pour soi. On n'a pas de compte à rendre à personne. Voilà, si on ne travaille pas, on n'a pas les bonnes notes. Si on travaille un peu, même plutôt pas mal, on a quand même des notes assez correctes. Donc après, il faut vraiment arriver dans un état d'esprit, on va dire, voilà, vraiment, comme je disais, ne pas s'en faire toute une montagne. Et il y a des enseignants qui sont à votre écoute, et les étudiants, en tout cas tout ce qui est au niveau associatif et au niveau même des élus, sont présents. Au niveau du tutorat, et également, vous pouvez avoir pour certaines filières des parrains marraines qui sont là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour absolument tout. Donc surtout ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, et ça devrait bien se passer. Alors juste pour compléter sur la vie étudiante, puisque faire des études, être à l'université si vous voulez, c'est faire des études bien sûr, c'est construire un projet professionnel bien sûr, mais c'est également respirer parce qu'on a besoin de respirer pour réussir ses études. Et respirer, c'est bien sûr profiter de toutes les activités, toutes les manifestations qui sont organisées par les associations étudiantes qui sont nombreuses. À Nîmes, on a à peu près une dizaine d'associations, une par filière en fait à peu près. Qui organise des soirées étudiantes bien sûr, mais qui organise toute une série d'autres sorties ou activités. Par exemple, il y a le concours d'éloquence qui va être organisé là prochainement. Il y a des sorties sur des lieux qui sont importants pour la construction de votre projet professionnel. Et puis à côté des associations, il y a également ce que met en place l'université elle-même en termes de vie étudiante. Du point de vue culturel, il y a des manifestations culturelles régulières. Nous avons par exemple là, qui va avoir lieu d'ici 2 mois, le Printemps des Arts, qui est l'occasion pour les étudiants qui ont une activité artistique de présenter leur activité artistique, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art plastique ou du théâtre, et donc de présenter cela au reste de l'université, voire à la population de la ville. Et puis c'est bien sûr le sport. Les étudiants qui sont invités à pratiquer du sport, c'est pas obligatoire, mais donc on a à peu près 15% des étudiants qui pratiquent régulièrement une activité sportive dans le cadre universitaire. On a des périodes qui sont libérées pour pratiquer ces activités sportives. Et on y encourage très fortement, ce qui fait que par exemple pratiquer le sport à l'université, c'est gratuit. Et cela vous donne en plus un bonus en termes de notes, ça vous rajoute donc quelques points sur votre moyenne générale lorsque vous êtes régulier sur cette activité sportive. Donc bon, ça fait partie de toute cette vie étudiante qui est très important d'avoir cette respiration intellectuelle pour mieux travailler. Et donc cela vient rejoindre tout à fait ce que vient de dire mademoiselle Manessier. Donc il est tout à fait possible de changer d'université en cours de cursus. Le cursus est long parce que dans la plupart des filières universitaires, vous rentrez pour au moins 5 ans d'études. Et donc ces changements d'université sont tout à fait faisables, d'autant plus que vous allez avoir des universités qui présentent des spécialisations qui sont très variables dans toutes les disciplines. Donc évidemment, vous pouvez très bien avoir envie de faire une spécialité qui n'existe pas dans l'université dans laquelle vous avez commencé et dans laquelle vous avez fait votre licence. Donc vous pouvez tout à fait changer d'université, ça ne pose aucun problème, ces transferts. Après, c'est sous réserve chaque fois de la tension qui peut exister sur des diplômes, y compris au niveau master. Il y a des masters qui sont très demandés. Donc là, il y a un système de sélection qui existe sur ces diplômes. Donc il vaut mieux avoir les meilleures notes possibles, bien évidemment, pour aller dans le master que vous avez envie de viser. Ensuite, j'ai toujours un conseil que je donne aux étudiants, c'est de faire attention au moment où ils changent d'université. Il y a des moments qui sont plus pertinents que d'autres. Le moment le plus pertinent, quand on veut changer d'université, c'est en fin de cycle, une fois qu'on a fini un diplôme. Parce que les diplômes, ils présentent tous le même contenu, mais pas forcément organisés de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours, par exemple, qui existent en deuxième année dans une université, qui vont exister en troisième année dans une autre université. Donc, suivant l'université dans laquelle vous allez aller, vous pouvez très bien vous retrouver à faire 2 fois le même cours, et au contraire, il y aura un cours que vous n'aurez pas jamais fait. Et ça peut être, par contre, impactant pour votre master. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir. Et chaque année, on en discutait tout à l'heure, chaque année, j'ai des étudiants qui sont partis après leur deuxième année en droit, par exemple, partis dans une autre université, et qui me rappellent après quelques mois et qui me demandent s'ils peuvent revenir à Nîmes parce qu'ils n'y arrivent pas, ils sont un petit peu perdus, c'est pas la même organisation, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Partir, oui, vous pouvez le faire, ça pose aucune difficulté, c'est même relativement normal, mais attention au moment où l'on part. Et ça me permet de rebondir sur autre chose.
C'est la place de l'international, dans l'université, parce qu'il se trouve que je viens de changer de poste à l'université, donc j'avais une vice-présidence qui était chargée des études, et je suis maintenant chargé des relations internationales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à l'université, c'est que vous avez la possibilité au cours des études de partir à l'étranger, de faire 6 mois ou 1 an à l'étranger. Dans le cadre d'un programme dont vous avez entendu parler certainement, il vient de fêter ses 30 ans, c'est le programme Erasmus, qui est donc un programme d'échange européen. Donc vous pouvez aller dans des universités partenaires au niveau européen. Ça se fait très facilement avec des bourses financées par l'Union européenne. Et puis à côté de cela, au-delà de l'Europe, il y a des partenariats internationaux. Pour Nîmes, on a par exemple des partenariats avec le Canada, avec le Mexique. On est en train de travailler sur des partenariats asiatiques aussi avec la Chine ou Taïwan. Donc il y a des possibilités de partir à l'étranger. Et, s'il vous plaît, suivant l'orientation professionnelle qui est la vôtre, ça peut être pertinent, voire obligatoire de faire 1 an à l'étranger. Ça va vous permettre de consolider un niveau en langue, bien sûr, mais ça va vous permettre de vous ouvrir également sur des cultures, sur un mode de travail dans cette discipline qui est différent du vôtre, qui sera fondamental pour votre projet professionnel. Et je ne peux qu'encourager tous les étudiants à partir à l'étranger. Alors là aussi, c'est comme pour le transfert, c'est pas toujours pertinent de partir, il faut bien réfléchir à l'année où l'on part. Ça n'a aucun sens de partir en première année. La deuxième année, c'est pas forcément la meilleure année pour partir. La meilleure année pour partir, c'est la 3e année de licence. C'est la 3e année de licence ou la première année de master, c'est vraiment les années qui sont les plus pertinentes pour aller faire un séjour à l'étranger. Mais je ne peux que recommander donc ces séjours à l'étranger. Et donc quand vous allez arriver à l'université, si vous vous destinez à l'université, n'hésitez pas à prendre ces renseignements auprès des bureaux des relations internationales pour savoir quels sont les partenariats, etc. Oui, mademoiselle. La 3e année, parce que vous avez acquis les bases fondamentales qui se sont données pendant les 2 premières années. De manière générale, toute discipline confondue, c'est vraiment les 2 premières années qui donnent ces bases et qui vous permettent ensuite de pouvoir approfondir et d'avoir le bagage nécessaire pour pouvoir approfondir à l'étranger. Et donc, quand vous allez revenir en France ensuite, vous ne serez pas complètement perdu parce que vous avez ce bagage nécessaire. Et en plus, une maturité qui fait que vous allez partir autour de 20 ans et puis autour de 18 et ça change tout. Mademoiselle ? Oui, dans les systèmes d'échange, vous faites les cours à l'étranger, vous êtes inscrit dans l'université de départ. Donc si vous êtes à Nîmes et que vous décidez d'aller faire 1 an à l'université de Séville, par exemple, qui est un de nos gros partenaires, vous allez être inscrit à l'université de Nîmes, vous payez les frais d'inscription à l'université de Nîmes, donc les 184 € de frais d'inscription de licence, et vous allez ensuite donc, suivre vos cours à Séville. Et les notes que vous allez obtenir à Séville seront récupérées à Nîmes et seront intégrées donc sur votre relevé de notes nîmois. Donc vous êtes considéré comme étant diplômé de l'université de Nîmes, mais avec en plus sur votre CV la possibilité de valoriser le fait que vous avez passé une année à l'étranger. Je termine juste, s'il n'y a pas d'autres questions, donc pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, de passer sur les stands. Je vois que certains d'entre vous sont passés déjà sur le stand, pour aller chercher les petites fiches de présentation des différentes filières qui vous renseigneront sur le contenu, les modalités. Vous aurez les maquettes. Généralement, il y a les maquettes qui sont présentées, c'est-à-dire les cours que vous allez suivre dans les différentes formations. Et s'il vous plaît, donc, pour les journées portes ouvertes, donc les journées portes ouvertes ont lieu un samedi, c'est, me semble bien, le 11 mars, le samedi 11 mars. Donc n'hésitez pas à venir sur le site. Il y a 2 sites, le site Vauban qui est le site principal, qui est la forteresse Vauban dans le centre-ville, ou le site des Carmes qui est le site scientifique. Donc venez rencontrer les enseignants, venez voir les locaux pour définir définitivement votre choix. Merci à tous.